Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle édition des Actus sociales de la rentrée, septembre 2024. Merci à nouveau d'être aussi assidus, aussi nombreux et nombreux à ce rendez-vous mensuel, mais qui reprend pour une nouvelle saison, hein, si l'on considère que nos saisons sont calées sur celles des rentrées scolaires. Je pense que chacun a repris progressivement ses activités. Comme à l'accoutumée, nous allons patienter encore une ou deux petites minutes pour permettre à tous celles et ceux qui souhaitent nous rejoindre de le faire dans de bonnes conditions techniques. Compte tenu du nombre d'inscrits, je pense que c'est encore une fois, bien évidemment, la plus grande des sagesses. Et nous pourrons ouvrir les échanges sur l'actualité de la rentrée. Bien, il est 9h31, hein, comme je l'indiquais à l'instant. Je vois que la jauge des connexions progresse. Nous allons, je pense que voilà, 9h32, je pense que maintenant nous allons pouvoir débuter notre présentation. Voilà, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition. Pardonnez-moi, j'étais un peu rapide sur le déroulé des diapos. Celle de septembre 2024, alors je pense que, comme beaucoup d'entre vous, hein, on imaginait tout de même une rentrée avec une actualité plus soutenue. Voilà, j'étais le premier à penser, et à tort visiblement, que la séquence institutionnelle que nous venons de connaître aurait été plus courte que ce qu'elle fut. La désignation d'un Premier ministre ne se fait qu'hier. Alors bien évidemment, maintenant, il va falloir patienter jusqu'à la composition de l'équipe gouvernementale dans sa globalité et bien évidemment de connaître le ou la personne, le ou la ministre qui prendra ses fonctions dans le domaine du ministère du Travail, du ministère des Affaires sociales, éventuellement peut-être constitutif que d'un seul ministère, comme nous l'avons vu dans l'équipe sortante, pour connaître des objectifs, des projets. Sachant que dans cette période-là, il y a tout de même une contrainte, c'est celle du calendrier parlementaire qui oblige tout de même, pour le respect des travaux, que le gouvernement présente début octobre et soumette au Parlement début octobre les deux lois marronniers, si je puis dire, parce que je les appelle toujours de la sorte, elles se bien parce qu'elles arrivent à l'automne, mais marronniers parce qu'elles se répètent toujours à la même période, que sont le projet de loi de finances, donc le budget de l'État, et le projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui est le budget de la sécurité sociale, qui est d'ailleurs en masse plus important que le budget de l'État, mais dans lesquels nous devrions connaître éventuellement les orientations prises dans un sens ou dans l'autre, venant affecter nos activités PIRH. Donc, ce faisant et constat fait de ce que la séquence institutionnelle était un peu plus longue que ce qu'on avait imaginé, bien évidemment, le sommaire et l'étendue des sujets que nous allons aborder est même un peu plus allégé. Je pense qu'au mois d'octobre, le contenu de rendez-vous du mois d'octobre sera infiniment plus étoffé. Alors, cela étant, nous avons quand même quelques éléments abordés. Je voulais revenir vers vous sur la façon dont considère le Conseil d'État de la nécessité de soumettre ou pas au Conseil constitutionnel une QPC, une question préventive de constitutionnalité relative à l'information du refus d'un CDI. L'assurance chômage, en ce que, bien évidemment, compte tenu des événements, de la dissolution, puis de la nécessité, bien évidemment, d'élire une nouvelle Assemblée nationale, eh bien, une prolongation du régime actuel de l'assurance chômage. Quelques précisions faites par l'URSSAF quant au régime social des activités sociales et culturelles que peut dispenser
et attribuer le CSE, le comité social et économique de l'entreprise, des rubriques nouvelles dans le BOSS, une petite information complémentaire, et je vous proposerai d'aborder 2 décisions de Cour de cassation qui me semblaient d'intérêt, donc ils continueront à l'être bien évidemment, donc une sur la base de la majoration des heures supplémentaires. Voilà. Alors bien évidemment, toute cette présentation sera entrecoupée de pauses questions, et Maëla, qui nous accompagne comme à chaque session, eh bien, va progressivement noter vos questions et me les adresser, et puis on pourra bien évidemment y répondre autant que possible. Alors, information du refus d'un CDI. Vous savez que, en l'occurrence, une loi de décembre 2022, alors dont l'intitulé, je l'ai un peu raccourci, parce qu'il est un peu plus consolant, mais je repris sous l'intitulé de relative au marché du travail en vue d'un plein emploi, prévoit expressément que l'employeur informe France Travail, donc maintenant la dénomination de l'organisme chargé des prestations d'assurance chômage, eh bien, informe France Travail du refus du salarié de la proposition qui lui a été faite par son employeur lorsque le salarié est en CDD, du refus d'un CDI. Faut-il encore que le refus ait été exprimé à 2 reprises? Donc, proposition faite par l'employeur à son salarié en CDD, d'un CDI. Je ne reviens pas, puisque le sujet avait déjà été abordé l'année dernière, eh bien, des éléments constitutifs du CDI, notamment, bien évidemment, d'un poste que pourrait occuper incontestablement le salarié avec une rémunération équivalente. L'information de France Travail, qui est à la charge de l'employeur, doit se faire par le biais d'une plateforme électronique dédiée à cet effet, et il nous avait été indiqué clairement, d'ailleurs par le JPMDS, que l'utilisation de cette plateforme pour informer France Travail était de courte durée, c'était temporaire, et que l'information devra passer à l'avenir via la DSN. Alors, le JPMDS travaille sur le sujet. Il y a déjà eu quelques présentations de rubriques. Ça devrait être ou pas, alors on met les choses en suspens dans la DSN 2025. Je pense que d'ici quelques semaines, on aura une décision définitive. Pour rappel, ce refus-là a pour conséquence de suspendre, voire même de remettre en cause le versement du droit à location de recherche d'emploi au bénéfice du salarié ou ex-salarié, puisqu'il est arrivé au terme de son CDD. Donc, en l'occurrence, ici, c'est proposition obligatoire pour l'employeur d'un CDI, au profit du salarié, enfin obligatoire, dès lors que, bien évidemment, le poste existe, et en cas de refus du salarié, d'en informer France Travail. La conséquence étant de ce refus-là, l'absence de versement. Sur la procédure d'information, une organisation syndicale en a saisi, d'abord sur le décret dans sa globalité d'exécution de la loi du 21 décembre 2022, on a saisi le Conseil d'État en recours pour excès de pouvoir, d'une part, et via cette procédure qui reste pendante devant le Conseil d'État, la même organisation syndicale a demandé au Conseil d'État de saisir le Conseil constitutionnel pour examiner la constitutionnalité de cette règle d'information. Alors, pour rappel, dans la procédure de saisine d'une QPC, d'une question prioritaire de constitutionnalité, faut-il bien évidemment qu'il y ait dans un premier temps une instance judiciaire qui est introduite, une demande judiciaire introduite par quelconque justiciable, et en l'occurrence ici une organisation syndicale, et que la demande de saisine du Conseil constitutionnel fasse l'objet d'un dépôt auprès soit du Conseil d'État, donc l'institution la plus élevée, la juridiction la plus élevée de l'ordre administratif, soit de la Cour de cassation, pardon, l'organisation judiciaire la plus élevée. Et en l'occurrence, ici, le Conseil d'État, ou si ça devait être la Cour de cassation, doivent examiner de la pertinence
de saisir le Conseil constitutionnel. Quels ont été les motifs de la demande exprimée par les syndicales? C'est celle, constat fait, de leur part, d'une atteinte excessive à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle du salarié, considérant que cela obligeait éventuellement le salarié à accepter le CDI et donc à être dans l'obligation de contractualiser un CDI, auquel cas le refus les exposerait à une absence de versement des allocations de recherche d'emploi. Et en clair, c'est où tu travailles, où tu perds le bénéfice de ces prestations. C'est de la sorte que l'imaginent ces organisations syndicales. Le Conseil d'État a refusé de soumettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel au motif suivant: l'obligation de notification qui incombe à l'employeur est par elle-même sans effet sur les droits du salarié. Que faut-il entendre par ce biais? Tout simplement que si bien évidemment la conséquence éventuelle d'un refus d'ouverture des droits au versement d'allocation de recherche résulte de l'information de ce que le salarié a refusé, l'information qui pèse sur l'employeur, parce que le salarié a refusé la proposition de CDI, en tout état de cause, ça ne peut être qu'une piste, mais ce n'est pas la décision, ce n'est pas l'information en elle-même qui conduit au rejet du versement des allocations de recherche d'emploi. Bien évidemment, France Travail dispose de toute latitude pour examiner de la justesse du versement des droits et de l'ouverture des droits au versement de l'allocation de recherche d'emploi. Donc, par ce biais-là, le Conseil d'État estime que la demande de QPC, de question prioritaire de constitutionnalité, n'est pas suffisamment motivée par la personne qui la demande, en l'occurrence ici l'organisation syndicale, et donc rejette la transmission, le transfert de cette QPC au Conseil constitutionnel. Donc voilà où nous en sommes en la matière. Il n'y a donc pas éventuellement de remise en cause de cette obligation d'informer France Travail. L'information s'impose à l'employeur. Reste que la mesure elle-même, pratique, bien évidemment, reste également pendante. Le recours pour excès de pouvoir reste pendant devant le Conseil d'État qui rendra sa décision ultérieurement. Et on pourra toujours débattre, bien évidemment, des sanctions que peut encourir l'employeur de l'inobservation de cette obligation d'information. Alors, il est vrai que les textes ne sont pas accompagnés d'une sanction directe. En aucune manière, ni la loi du 21 décembre 2022, ni le décret d'application de ces textes législatifs ne prévoient expressément de sanctionner l'employeur qui n'aura pas produit cette information auprès de France Travail. En aucune manière. Alors, quelles pourraient être les sanctions encourues? On peut imaginer qu'effectivement, un contrôle des activités de l'employeur, éventuellement par l'administration du travail, de ce que constatant que l'employeur n'a pas fait de proposition de CDI au CDD, ou alors à tout le moins il a fait une proposition, mais le refus par le salarié concerné n'a pas fait l'objet d'une information à France Travail, pourrait être considéré, je dirais bien pourrait être considéré, comme un avantage consenti aux salariés du bénéfice des allocations de recherche d'emploi. Et vous savez qu'en la matière, il est strictement interdit, par quelque biais que ce soit, de favoriser de telle ou telle manière, déclarative ou pas, ou d'absence de déclaration, en l'occurrence pour ce qui nous concerne, le versement des allocations de recherche d'emploi. Bon voilà, où on est en tous les cas l'état réglementaire en la matière, et puis on verra si le recours pour excès de pouvoir est retenu et donne lieu euh, à une réception positive de la part des juges de la demande de l'organisation syndicale. Pour l'assurance chômage, quelques éléments de rappel. Le 27 novembre dernier, les partenaires sociaux sont arrivés à la conclusion d'une nouvelle convention d'assurance chômage. Vous savez que les partenaires sociaux gèrent l'assurance chômage par délégation gouvernementale. C'est une mission de service public. Donc l'État protège les salariés sans emploi ou qui ont perdu leur emploi par un mécanisme de
versement de revenus de remplacement, en l'occurrence les allocations de recherche d'emploi, et pour la gestion de ce régime, eh bien, il le délègue aux partenaires sociaux. Alors, ils sont arrivés à la conclusion le 27 novembre 2023. Fallait-il encore que le gouvernement puisse, par le biais d'un arrêté d'agrément, valider et donner une validité juridique à, à ces conventions du 27 novembre 2023. Alors, pourquoi l'arrêté d'agrément est nécessaire? Parce qu'à partir du moment où des deniers publics sont engagés, par le biais notamment d'une convention, hein, faut-il encore une confirmation, une validité gouvernementale, et cette validité gouvernementale passe par l'examen du texte conclu et de l'accord conclu, et bien évidemment de ce qu'il soit agréé, et il est agréé à partir du moment où est publié un arrêté d'agrément. Il y a eu rejet de l'arrêté d'agrément par le gouvernement en date du 10 mai 2024, pour la raison suivante, c'est qu'il considère que la convention en elle-même, qui a été signée au mois de novembre, est en quelque sorte en inadéquation avec la trajectoire financière voulue par le gouvernement, et notamment, nous précise-t-il, sur l'économie attendue dans les droits des seniors. Alors, en réalité, les choses devaient être faites en deux temps pour les partenaires sociaux, c'est d'aboutir aussi rapidement que possible à une convention d'assurance chômage de manière globale, et quant à la gestion de l'emploi des seniors, cela devait donner lieu à des négociations, un accord ultérieur qui devait intervenir au cours de l'hiver. Les partenaires sociaux n'ont pas abouti dans leurs discussions à un accord. Constat a été fait par le gouvernement de ce que cette question-là, ce point particulier de l'emploi des seniors, n'a fait l'objet d'aucun accord entre les partenaires sociaux, et a donc rejeté l'agrément. Ce qui était demandé notamment par le gouvernement, c'est de rechercher un certain équilibre financier, considérant que le poids, en l'occurrence, de la gestion des seniors dans le régime d'assurance chômage conduisait à un maintien d'un déficit de l'ordre d'un peu plus de 400 millions d'euros, que, en l'occurrence, donc, la trajectoire financière n'ayant pas été respectée, eh bien, l'agrément ou le rejet de l'agrément était suffisamment motivé par l'absence du respect de la trajectoire financière. Alors, in fine, que faire? Eh bien évidemment, normalement, c'est le gouvernement qui reprend la main. Vous savez qu'en dernier lieu, il a repris la main en 2019. Aujourd'hui, le régime d'assurance chômage fonctionne à raison des décisions prises par voie décrétale par le gouvernement en 2019. On a eu une première prolongation du régime actuel jusqu'au 31 juillet, et ça par décret du 30 juin. Et vous voyez, 30 juin, c'était le premier tour des élections législatives. Et puis finalement, rebelote, nouvelle prolongation jusqu'au 31 octobre 2024. Alors, cela étant dit, bien évidemment, deux hypothèses dans le cadre institutionnel devant lequel nous nous trouvons. Soit l'équipe gouvernementale qui va être prochainement constituée se saisit activement du sujet et prévoit que, bien évidemment, dès le 1er novembre, il y aura un nouveau décret relatif à l'assurance chômage. Soit, autre hypothèse, parce que maintenant les délais sont assez courts, hein, faut-il encore bien évidemment s'attacher à travailler sur le budget de l'État, le budget de la sécurité sociale, et on ne peut pas exclure qu'un nouveau décret de prolongation soit pris éventuellement jusqu'à la fin de l'année, le temps de bâtir le nouveau régime d'assurance chômage. Bon, l'avenir le dira, peut-être un peu trop tôt, mais les deux hypothèses à compter du 1er novembre sont possibles, soit un report, soit une nouvelle prolongation, soit la publication d'un nouveau décret. Alors, plus globalement, bien évidemment, on est en attente de la position du nouveau Premier ministre et de son équipe gouvernementale et des ministres chargés de ces questions, donc généralement, bien évidemment, le ministre chargé de l'économie, le ou la ministre chargée du travail, sur le sujet de la protection des personnes sans emploi. Voilà, en tout état de cause, nous en sommes, et encore avec regret, hein, parce que moi j'aurais aimé, bien évidemment, alimenter tous nos sujets de quelques projets à venir. Faut-il encore que l'on patiente quelques semaines? Y a-t-il, Maïla, éventuellement quelques questions sur ce que nous avons vu? Non, pas de question. Merci, Maïla.
Bien, autre point, les activités sociales et culturelles et les conditions d'exonération de l'URSSAF. Ici, je souhaite vraiment rappeler et insister très fortement sur un principe général et qui se subdivise en deux principes généraux, si je puis dire, mais plus généralement, sur le régime social et le régime fiscal de tout revenu que nous recevons, quel que soit. Et en l'occurrence, le revenu du travail lorsque nous avons un contrat de travail. Il faut toujours avoir à l'esprit que tout ce que nous versons à un salarié, je dirais même dans certaines conditions à un mandataire également, euh, les sommes, les avantages, de quelque nature que ce soit, ou même en argent, c'est-à-dire même en espèces, sont toujours soumis à cotisation sociale. Alors quand je parle des mandataires sociaux, dès lors, bien évidemment, qu'ils puissent être, dans les conditions fixées par la loi, affiliés au régime général et de droit commun. Mais en tout état de cause, le principe premier, c'est que l'on soumet les sommes à cotisation sociale. Ce n'est que par la suite qu'il convient d'examiner l'éventualité d'exonération totale ou partielle que prévoit la loi ou les tolérances administratives éventuelles. Alors, deux exemples que j'aime bien reprendre quand on parle de dérogation et d'exonération éventuelle que peut admettre la loi, ben, en premier lieu sont les indemnités de licenciement. Les indemnités de licenciement, si on applique la règle générale que vous avez sous les yeux et reprise notamment par les articles L242.1 et L136.1.1 du Code de la sécurité sociale, c'est qu'on assujettit à cotisation sociale toutes les sommes ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui sont associés dus en contrepartie ou l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelle que soit la dénomination. Je n'ai pas volontairement continué la rédaction du propos. Mais tout est écrit ici. Tout est écrit ici. Eh bien, quelles sont éventuellement les dérogations? C'est les indemnités de licenciement. Les indemnités de licenciement, il s'agit bien de sommes qui sont versées en contrepartie ou à l'occasion d'un travail. Bien évidemment, c'est parce que j'ai travaillé, que mon contrat de travail est rompu, que j'ai le droit à ces indemnités. Et c'est ensuite que le législateur établit, bien évidemment, les règles d'exonération plafonnées que vous connaissez. Nous sommes dans la même logique en matière de régime social que la contribution de l'employeur à un financement d'un régime de protection sociale complémentaire, une fameuse OPC, organisme de protection complémentaire, mutuelle, prévoyance, tout ce que vous pouvez imaginer. Là encore, bien évidemment, le principe premier, c'est d'assujettir, sauf si le législateur prévoit des dérogations. Bon, et en dernier lieu, pour le dernier lieu que j'ai cité, c'est la mise en branle ensuite du mécanisme de réintégration sociale. Alors, ici, les juges ont toujours considéré que les prestations, les sommes versées par le comité d'entreprise, maintenant dénommé CSE, un comité social et économique, soit soumises par principe à cotisation sociale. Ça, c'est la jurisprudence. Et les juges considèrent qu'il y a lieu de les soumettre et ils le imaginent ou imaginez qu'une seule exception. Qu'une seule exception, ce sont les prestations qui viendraient en secours, en aide aux familles. Et là, les juges vont examiner bien évidemment les caractéristiques de ce secours ou de ces aides. Faut-il encore qu'ils aient un caractère individuel, donc ça ne soit pas attribué de manière collective, et exceptionnel du versement. Voilà. Donc, si j'ai un collègue voilà, dont, par exemple, l'habitat subit quelques incidences, dégradations, totales ou partielles, et que je souhaite l'aider à se reloger et à reloger sa famille, là, effectivement, je peux verser une aide. Elle a un caractère individuel parce qu'elle est versée à ce salarié en particulier qui connaît quelques difficultés avec son habitation, et exceptionnel parce que c'est vraiment dans un cadre très exceptionnel que survient cet événement le rendant en difficulté face au logement, à son logement personnel ou à celui de sa famille. Donc ces caractéristiques de secours et aide aux familles, pour pouvoir bénéficier de l'exonération totale, doivent bien évidemment recouvrir ces aspects-là que nous venons de citer. Au-delà, l'administration admet
une certaine tolérance. C'est-à-dire que, hors aide et secours, bien évidemment qu'elle reconnaît, puisqu'elle applique directement les orientations prises et la jurisprudence constante de la Cour de cassation en la matière, elle admet également une exonération, mais très partielle, des activités sociales et culturelles. Et elle admet, alors là maintenant vous connaissez bien évidemment la règle, hein, c'est une exonération plafonnée à hauteur de 5% du plafond mensuel social, soit 193 euros pour 2024. Dans les modalités de versement et de délivrance de ces prestations, on peut émettre, l'employeur, ou plutôt en l'occurrence le CSE, peut émettre éventuellement un certain nombre de conditions à remplir pour pouvoir en bénéficier, et était présent dans certaines entreprises la condition d'ancienneté. L'URSSAF l'admet et donc permet éventuellement, bien évidemment, de bénéficier de l'exonération à hauteur de 5% du PMSS, l'admet, mais admet une condition d'ancienneté limitée à 6 mois. Dans une décision récente, la Cour de cassation s'est exprimée sur la validité d'une condition d'ancienneté pour le bénéfice de ces ASC. Et en l'occurrence, elle considère que la condition d'ancienneté n'est pas une condition valide des prestations, de validité des prestations, de validité juridique des prestations des activités sociales et culturelles. En l'occurrence, les juges estiment que le CSE ne peut pas mettre en place une condition d'ancienneté pour bénéficier de ces activités sociales et culturelles. Eh bien, en pratique, qu'est-ce que ça signifie? Un salarié qui remplirait éventuellement les autres conditions, on imagine peut-être de ressources, mais qui viendrait intégrer l'entreprise, dès le premier jour devrait pouvoir en bénéficier, tout simplement. Et je dirais, quand bien même il aurait un CDD de très courte durée. Si les conditions sont remplies, s'il est présent au moment, par exemple, de la remise de chèques cadeaux à l'occasion des fêtes de fin d'année, même si son contrat devait être d'extrême courte durée, en remplacement éventuellement d'un salarié absent, eh bien, devrait en bénéficier. Et donc, la Cour de cassation interdit la mise en œuvre de cette condition. Alors, ce faisant, bien évidemment, l'URSSAF, prenant en considération la sanction de la présence d'une condition d'ancienneté, va progressivement la supprimer pour admettre le bénéfice de l'exonération à hauteur de 5% du plafond et demande aux entreprises de se mettre en conformité au plus tard le 31 décembre 2025. Bien évidemment, beaucoup se sont engagés sur cette voie-là. Ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Ça signifie qu'en pratique, toutes les prestations d'activités sociales et culturelles à compter du 1er janvier 2026, soit dans 16 mois à peu près, si elles devaient encore comporter une condition d'ancienneté, eh bien, l'URSSAF pourrait écarter l'exonération plafonnée à hauteur de 5% et réintégrer dans l'assiette de cotisation, bien évidemment, la valeur de ces prestations-là qui auraient été servies par le CSE. Voilà en pratique la conséquence que cela peut avoir. Donc soyons extrêmement vigilants, faisons en sorte que, bien évidemment, si dans chacune de vos structures, cette condition d'ancienneté est présente, eh bien, de la supprimer progressivement et de vous y atteler pour une mise en conformité aussi rapidement que possible et éviter, lorsque l'année 2026 sera soumise à un contrôle URSSAF, d'écarter tout risque de redressement sur la question. Voilà quelques nouveautés en termes de rubrique BOSS également. La première est afférente aux contributions à la formation professionnelle taxe d'apprentissage, avec maintenant, bien évidemment, dès lors que la direction des activités sociales apporte une position définitive et en la matière une doctrine définitive, mettant un terme, vous l'avez connu, nous avons déjà eu l'occasion de l'évoquer, les atermoiements de l'URSSAF, hein, j'assujettis ou pas les mandataires sociaux, puis finalement je les assujettis plus, enfin bref, l'information étant supprimée de son site. De manière définitive, le ministère du Travail, via la direction des Affaires sociales, via la direction de la sécurité sociale, prend une décision définitive
La DSS donc inscrit dans le BOSS de manière très précise que les sommes versées aux mandataires sociaux sont assujetties à la contribution à la formation professionnelle et taxe d'apprentissage, et par là même, on profite pour rappeler également que s'agissant des gratifications versées aux stagiaires, eh bien évidemment, la part de la gratification excédant le plafond d'exonération, vous savez, nos 15% du plafond horaire de la sécurité sociale, est elle-même, cette part-là, y compris pour les stagiaires, soumise à contribution à la formation professionnelle et taxe d'apprentissage. Alors, la question était d'importance. Pourquoi Parce que la contribution à la formation professionnelle et taxe d'apprentissage, il y a quelques années, les dispositions législatives ont basculé du Code général des impôts au Code du travail. Alors que le recouvrement, alors on avait bien évidemment à l'origine un prélèvement de nature fiscale, ça a basculé dans le Code du travail et recouvré désormais par les URSSAF. Et la question était de savoir quelle était la nature juridique intrinsèque de ces prélèvements. Est-ce que cela conservait bien évidemment une nature fiscale parce que certaines dispositions étaient encore comprises dans le Code général des impôts, ou une nature sociale? In fine, alors ça peut faire l'objet bien évidemment d'une décision à venir des juges, hein, mais pour l'administration, c'est le réceptacle de ce versement-là, et donc en l'occurrence l'URSSAF, qui est compétente en la matière depuis quelque temps, qu'il y a lieu d'examiner leur nature. Et si on dit nature juridique, c'est social, et si c'est social, bien évidemment, les sommes versées à un mandataire social ou les sommes versées au titre de la gratification excédant le plafond exonératoire versé à un stagiaire, eh bien, entreraient dans ce champ d'application des contributions, des prélèvements de contributions à la formation professionnelle, taxe d'apprentissage. Les informations ont été mises en ligne, pardonnez-moi, fin août, et l'opposabilité aux URSSAF débutera le 1er novembre 2020, du 1er novembre 2024. Cela étant, bien évidemment, si vous versez les sommes, l'opposabilité, elle ne posera pas de difficulté, hein. Vous comprenez que généralement, les URSSAF ne sont jamais contents de recevoir quelques deniers sous, on parlerait maintenant d'euros à notre époque. Alors là aussi, quelques éléments. Alors, c'est pas la création de rubriques, hein, parce que contribuer sur formation professionnelle et la taxe d'apprentissage, c'est une création de rubriques, mais là, la DSS a décidé d'inclure la gestion du contrat d'apprentissage des stagiaires dans le dossier ou dans la rubrique exonération. Voilà. Alors, l'explication, c'est que comme elle vient donner sa doctrine sur essentiellement ce qui fait l'objet d'exonération dans le statut d'apprenti ou dans le statut de stagiaire, il lui paraissait bien évidemment plus naturel d'apporter ces précisions-là dans le dossier exonération. Alors, on retiendra, mais alors, il n'y a pas trop de difficulté, on retient la précision apportée s'agissant du statut d'apprenti, de ce que la proratisation du plafond, c'est-à-dire de l'exonération de 79% du SMIC, ne se fait uniquement qu'en cas d'entrée-sortie en cours de mois, ce qui en exclut tout autre motif de proratisation. Je pense notamment au temps partiel ou à l'occasion de la suspension du contrat de travail lorsque l'apprenti est occasionnellement absent. Là aussi, hein, entrée en vigueur ou en quelque sorte opposabilité à compter du 1er novembre 2024. Alors, c'est assez restrictif, hein, parce que, bien évidemment, en admettant la réduction de ce plafond-là qu'en cas d'entrée-sortie, on l'exclut dans les autres cas, mais ça voudrait dire qu'on le maintient sans doute de manière très avantageuse, notamment quand je suis à temps partiel par rapport à un salarié qui est à temps plein. Enfin, pour peu encore que, bien évidemment, des apprentis à temps partiel. J'ai jamais entendu parler du cas, généralement, ils sont à temps plein. Maëla, peut-être des questions sur ce que nous venons de voir? Pas de questions. Merci bien, Maëla. Alors, les choses vont peut-être aller un peu plus vite sur les informations complémentaires, hein. Une page très succincte, parce que je pense que maintenant vous avez connaissance des éléments. Vous savez qu'au mois de septembre, à chaque fois,
alors un peu décalé dans l'année, mais c'est comme ça, voilà. Compte tenu du mécanisme mis en place depuis l'introduction du bonus-malus, je vous rappelle d'ailleurs que le bonus-malus est un sujet hein, dans la réforme de l'assurance chômage. Hein. Il pourrait y avoir bien évidemment quelques nouveautés dans les prochains décrets relatifs à l'assurance chômage. C'est un sujet à suivre également de près. Pour les entreprises qui sont concernées par ce bonus-malus, les taux sont notifiés entre le 30 août et le 6 septembre, hein, en quelque sorte, sur une courte période de 8 jours à peu près, de 8-9 jours. Nous sommes le 6, donc normalement les taux, si vous êtes concernés, vous ont déjà été notifiés. Pour ce qui nous concerne, pour anticiper un peu les choses, nous avons obtenu ce que les éditeurs de paye puissent avoir l'information en amont. Donc je ne vous cache pas qu'à titre d'exemple, mais ça a été fait également pour d'autres éditeurs, la liste des entreprises qui sont concernées, qui sont gérées par SD-Works, donc là, l'administration dispose bien évidemment de l'identité de l'outil utilisé par tel ou tel client, parce que nous, on les informe bien évidemment des entreprises qui nous font confiance, comme les autres éditeurs, à l'instar des autres éditeurs. Mais tout ça nous a été communiqué le 14 août, donc nous avons un peu anticipé les choses. Cela étant, confirmez tout de même, hein, c'est pas parce que l'éditeur de paye dispose de l'information que cela vous dispense de confirmer auprès de votre éditeur de paye, de votre gestionnaire de paye, bien évidemment de l'information et que cette information soit commune, identique, surtout identique sur le taux appliqué, qu'il n'y ait pas de divergence entre le taux qui vous a été notifié et éventuellement le taux qui nous a été communiqué. Bon voilà, sur les informations complémentaires sur ce point-là, ça concerne bien évidemment un nombre réduit d'activités. L'idée de l'étendre voire même de généraliser, n'est absolument pas écarté. D'abord parce qu'au moment de l'instauration de ce mécanisme de bonus-malus, c'était en projection et ce qu'avait exprimé, je dirais, l'ancien gouvernement, quoique encore bien avant celui qui était qualifié de démissionnaire, on n'excluait pas un élargissement, voire une généralisation du mécanisme du bonus-malus. Bon, on verra bien ce que l'avenir réserve sur le sujet, mais c'est un point essentiel à suivre hein, dans la prochaine réglementation assurance chômage. Deux sujets de jurisprudence. Le premier a trait, alors peut-être un peu moins pas d'incidence directe, mais des incidences indirectes sur la rupture conventionnelle. Donc, dans une décision du mois de juin 2024, alors pertinente parce qu'elle le rappelle, hein, bien que les magistrats se soient déjà exprimés sur le sujet, c'est la nature de la rupture conventionnelle. Il faut toujours avoir à l'esprit que quand on parle de rupture conventionnelle, c'est qu'est établie une convention, c'est un contrat. Et donc, de facto, le contrat, pour sa validité juridique, doit bien évidemment être en conformité avec les exigences fixées par la loi au contrat et de sa validité du contrat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le contrat, en l'occurrence, doit être absolument dépourvu de tout vice de consentement. L'erreur en étant éventuellement une, le dôle également. Et en l'occurrence, de quelle manière il y a eu ici vice de consentement caractérisé par un dol dans l'affaire, c'est que la rupture conventionnelle avait été consentie par l'employeur au bénéfice du salarié parce que ce dernier l'a motivé, hein, ce recours à la rupture conventionnelle, par le souhait d'une reconversion professionnelle dans le management. N'écartez pas d'idée pour l'employeur. Donc tout ça, bien évidemment, je vous rappelle que sans délai particulier, la rupture conventionnelle doit être précédée d'au moins un entretien entre l'employeur et le salarié avant que l'on aboutisse. Alors, ça peut être le même jour d'ailleurs. Hein. Il faut avoir l'entretien et dans la foulée, bien évidemment, conclure la rupture conventionnelle. Il n'y a pas de délai entre l'entretien et la conclusion de cette rupture conventionnelle. Ça peut être dans la foulée. Mais il doit y avoir un entretien et dans l'entretien, le salarié a émis le souhait de cette reconversion professionnelle. À dire vrai, l'employeur s'aperçoit quelque temps après que cet ex-salarié a procédé à la création d'une société concurrente avec d'autres associés et donc considère ce que reconnaissent les juges
que il y a eu, au moment de la conclusion de la rupture conventionnelle, la dissimulation d'une information à caractère déterminant. Parce que bien évidemment, si le salarié avait informé l'employeur de son projet, non pas de reconversion professionnelle, mais de la création d'une entreprise concurrente, il aurait bien évidemment refusé, écarté toute idée de rupture conventionnelle. On imagine aisément qu'on ne va pas faciliter ce départ-là, assez rapide, hein, contrairement à un licenciement qui peut prendre un certain temps dans le respect des délais, et en plus avec le risque, hein, pour un licenciement de contentieux prud'homal. Donc on facilite un peu la vie ultérieure du salarié, mais faut-il encore que ça puisse ne pas porter préjudice à l'employeur et qu'il n'y ait pas de tromperie sur le projet à venir. Et ici, les juges reconnaissent la nullité en raison du dol et de ce vice de consentement, hein, nullité de la rupture conventionnelle. Alors, les conséquences premières, c'est que bien évidemment, qui dit rupture, nullité, pardonnez-moi, de la rupture conventionnelle dit nullité de toute la rupture conventionnelle et de ses conséquences. Bah, une des incidences de la rupture conventionnelle, en dehors bien évidemment de la protection contre le risque du recours prud'homal, c'est le versement d'indemnités versées. Et là, et là en l'occurrence, fort de cette décision judiciaire, l'employeur peut demander bien évidemment le remboursement des indemnités versées. Et le cas échéant, alors ici l'affaire ne le dit pas, mais c'est le remboursement des éventuelles allocations versées par France Travail, qui peut également se retourner contre le salarié, considérant qu'en l'occurrence, puisque il y a nullité de la rupture conventionnelle, il n'y avait pas de motif, et il n'y a pas de licenciement non plus, hein, il n'y a pas de motif au versement des allocations de recherche d'emploi. Donc là, le risque également pour le salarié, c'est d'être exposé à ces deux incidences financières. Et l'employeur, et dans votre activité, c'est bien évidemment de procéder au remboursement des indemnités versées. Alors après, c'est je demande au salarié, et puis bah, s'il n'accepte pas, c'est bien évidemment engager la procédure devant les prud'hommes, la juridiction prud'homale compétente pour obtenir la condamnation du remboursement à l'égard du salarié. Autre sujet sur. Alors, la question de la rémunération des heures supplémentaires, on a déjà eu l'occasion de débattre du sujet, mais je trouve qu'il est toujours intéressant de pouvoir préciser les choses, notamment sur la base à retenir de la majoration. Alors, on a déjà eu par le passé l'occasion d'indiquer qu'il s'agit de comprendre dans cette base de majoration les éléments de rémunération constituant la contrepartie directe du travail fourni. Et bien évidemment, un certain nombre d'éléments de rémunération dont bénéficie le salarié pose question quant à savoir s'ils sont ou non la contrepartie directe du travail fourni. Alors, on sait déjà que doivent être pris en compte tous éléments de rémunération dont le montant est déterminé par rattachement direct à l'activité du salarié, exemple la prime de rendement. Voilà, c'est bien attaché à l'activité du salarié, c'est bien la contrepartie directe du travail, c'est parce que tu as fourni un travail, en l'occurrence éventuellement un travail soutenu, que les objectifs de rendement ont été atteints, alors totalement ou partiellement, peu importe, mais en tous les cas, il y a eu un objectif atteint, que tu bénéficies de la prime de rendement. Alors, la question était de savoir comment considérer une commission sur vente au regard d'une contrepartie directe du travail fourni. Dans cette affaire, la Cour d'appel a une première décision. Elle estime que cette commission n'est absolument pas liée à la durée d'activité du salarié, et donc on exclut ces commissions de la base de majoration des HS. Pour les juges, eh bien, durée du travail et vente, et la commission que l'on perçoit au titre de la vente, ne sont pas liées. Ne sont pas liées. Et ce n'est pas parce que j'ai fortement travaillé ou sur une durée importante que j'ai bénéficié du versement de cette commission. La Cour de cassation a
une interprétation différente parce qu'elle considère que la commission est, elle, directement rattachée à l'activité du salarié. Pourquoi? C'est parce que le salarié a été actif qu'il perçoit cette commission. Et donc, cela constitue la contrepartie directe du travail fourni. J'ai fourni un travail, ce travail-là fourni m'a permis d'atteindre un certain niveau de vente, le niveau atteint conduit à la perception de la commission, c'est bien donc une contrepartie directe du travail fourni, et pour la Cour de cassation, il y a lieu de prendre en compte ces commissions dans la base de majoration HS. Alors, la chose est d'extrême importance parce que là encore, c'est l'occasion, si vous ne l'avez pas déjà fait ou vous ne l'avez pas fait récemment, ou il le révise à nouveau, il faut vraiment être attentif dans vos paramétrages de paye aux éléments constitutif de la base de majoration des HS. Vraiment. Alors, quand je dis des HS, en l'occurrence, bien évidemment, il s'agissait d'heures supplémentaires, mais on est dans la même logique quand on parle d'heures complémentaires, hein, incontestablement. On est absolument dans la même logique. C'est l'occasion, encore une fois, hein, vraiment, vraiment, d'examiner de près, et puis si vous avez un instant, enfin, je vous le souhaite, bien évidemment, ou de le créer, de se donner les moyens, de temps à autre, de revérifier les bases de versement des différentes sommes. Ici, en l'occurrence, des heures supplémentaires, mais de toutes les autres, hein, toutes les autres sommes conditionnées. Et dès lors qu'on a une base, hein, je pense à toutes les primes, on dit c'est des HS, mais toutes les autres primes, la prime d'ancienneté ou autre. Parce que la prime d'ancienneté, en plus, selon la rédaction de la convention collective, vous avez soit les HS comprises dans la prime d'ancienneté, soit c'est la prime d'ancienneté qui est comprise dans la base HS. Bon, voilà, tout dépend de la rédaction, mais vous avez des conventions collectives qui conduisent, qui établissent une base dans un sens et d'autres qui établissent une base dans l'autre. Donc examinez-les, prenez de temps à autre vraiment le temps de les revérifier et puis de faire corriger le cas échéant pour chez SD Works, bien évidemment. On examine de près ces éléments conventionnels, notamment lorsque c'est prévu par la convention collective. Après, si ce sont bien évidemment des usages ou l'interprétation que vous faites vous-même de votre accord d'entreprise ou d'établissement, là, ça va être un peu plus compliqué, si ce n'est que de vous dire ce que pourrait, quelles sont les solutions dégagées par la jurisprudence. Mais vous êtes responsable de l'interprétation des accords que vous avez créés ou que votre direction a créés, qu'elle a négociés et qu'elle a signés. Maëla, des questions sur ce que nous avons vu? Non, toujours pas. Merci. Avant d'en revenir sur notre rappel formation juridique et paye, et avant de clore notre session, si bien évidemment vous avez à l'esprit quelques sujets sur lesquels vous souhaiteriez échanger, n'hésitez pas à l'inscrire et Maëla m'en fera part avant qu'on mette un terme à notre moment d'échange. Alors, juste pour vous rappeler toujours, et ça je ne cesserai de le faire, notre catalogue de formation, vous l'avez toujours, hein, consulté notre site d'information et vous y inscrivez, vous avez le catalogue, vous avez des formations jusqu'à la fin de l'année qui sont proposées, www.sdworks.fr/fr-du6fr/formation pluriel. Consultez-le, nous sommes très heureux pour notre part de pouvoir dispenser notamment quelques formations, tout simplement déjà sur les bases de la paye au cours du mois et d'autres sujets à venir. Ils sont très bien accueillis et nous, on sera toujours très heureux de pouvoir vous accompagner dans la maîtrise de sujets plus ou moins complexes. Parce que on peut toujours dire qu'on a de l'expérience. Il y a ici ou là peut-être des nouveautés, de nouveaux statuts, de nouvelles formes de contrats, de nouvelles formes de rupture de contrat qu'on n'a pas mis, qu'on n'a jamais connu jusqu'à présent, hein. C'est la première fois qu'un salarié travaille à l'étranger, différence détaché expatrié, qu'un en est de son régime fiscal, à titre d'exemple. Voilà. Puis là, je vois un indemnité de rupture, mais parfois on est sollicité sur les incidences d'un plan de sauvegarde de l'emploi ou d'un PDV, d'un plan de départ volontaire. N'hésitez pas à nous en faire part. Voilà. Donc je vous laisse le consulter. Notez-les déjà, hein, absolument, pour les avoir dans vos calendriers, même si vous recevrez bien évidemment l'invitation quelques jours avant.
nos prochains rendez-vous, toujours le premier vendredi du mois, le vendredi 4 octobre à 9h30, le vendredi 8 novembre, alors ça pas le vendredi 1er pour les raisons que vous connaissez bien évidemment, le vendredi 8 novembre à 9h30 et le vendredi 6 décembre à 9h30, avec bien évidemment sur cette période-là, je l'espère, que nous aurons quelques avancées sur les projets du nouveau gouvernement, sur les orientations qu'il souhaite donner à sa politique économique, sociale, et quand je dis sociale au sens large, hein, sécurité sociale, protection, assurance chômage ou droit du travail, et que nous pourrons en échanger et préciser les choses. Alors sur la volumétrie, je l'ignore, hein, très honnêtement. Est-ce qu'il aura le temps de prendre des mesures assez profondes en termes de changement? Pas. Je donne plus de visibilité. J'étais de ceux qui pensaient que on en aurait début septembre, et puis ce n'est absolument pas le cas. Mais notez-les, parce que de toute façon, comme je l'indiquais tout à l'heure, il y aura toujours le PLF, le projet de loi de finances pour le budget de l'État, le PLFSS 2025, projet de loi de financement de sécurité sociale, pour ce qui concerne les mesures relevant de ce domaine. Abel, il y a une question si tu veux. Oui, bien sûr. Pour le calcul de l'ICP, avec une acquisition de jours minorés en cas d'absence maladie, doit-on toujours faire la comparaison entre le calcul au maintien et au dixième? Bah, écoutez, s'agissant de l'indemnité compensatrice de congés payés, alors bien évidemment, le Code du travail est assez clair, hein, l'ICCP est dû dès lors qu'il y a rupture du contrat de travail. Euh, pour ce qui concerne du calcul de l'indemnité, il n'y a pas de règle dans le Code du travail, puisqu'il est totalement silencieux, remettant en cause la comparaison. Voilà. Il n'y a pas de règle. Si le législateur avait souhaité le limiter uniquement à l'application de la règle dite du dixième, ça aurait indiqué. Moi, on me dit une SCCP doit être versée. Bien évidemment, je me réfère automatiquement et assez activement et assez simplement aux dispositions du Code du travail relatives à la détermination de l'indemnité de congés payés. Ce sont les seules règles en la matière. Hein. Il n'y a pas de règles dédiées à l'ICP. Il y a des règles relatives à l'indemnité de congés payés. Et je regarde ce qu'il en est. Et le texte m'oblige à la comparaison. Donc, à défaut pour moi de position des juges, et je n'ai pas connaissance, voilà, la position doctrinale de l'administration du travail est très ancienne, mais je n'ai pas connaissance en tous les cas de position de la DGT sur le sujet, je n'ai pas de motif à remettre en cause les règles afférentes à la comparaison maintien dixième. Je n'ai pas. Donc, à mon sens, il faut continuer de le faire. Alors, il aurait été de bon ton d'ailleurs de la part de la DGT dans le cadre des communications plus ou moins claires, plus ou moins identifiées, plus ou moins supportées par une circulaire ou par le Code du travail numérique, peut-être de clarifier sa position sur le sujet, mais très honnêtement, je pense qu'elle n'a pas envie de le faire, tout simplement. Déjà qu'elle prend quelques distances sur la façon dont elle commente la dernière réforme législative sur les congés payés en cas d'arrêt maladie, ou la TMP, bien évidemment. Mais à mon sens, oui, je pense que la comparaison dixième et maintien doit être faite. Voilà. Jusqu'à ce que les juges éventuellement nous contredisent. Voilà. Merci Maïla. Il y a peut-être d'autres interventions? Oui, juste à l'instant. Bonjour, est-ce que la base du PAS doit systématiquement être égale au net imposable? La question se pose notamment lors de la saisie des IJ. Lors de la saisie des IJ. La base imposable, le net imposable. J'essaie de voir ce qui pourrait constituer une différence. Alors, les IJ, si c'est les IJ maladies, vous les intégrez jusqu'au 60e IJ dans la base imposable. Là, vous pouvez avoir ensuite une différence entre base imposable et net imposable, potentiellement. Alors, pendant ou après, je ne l'ai plus en tête.
est-ce qu'il y a d'autres causes qui pourraient générer une différence de traitement? Il peut y avoir à ce stade-là une différence. Alors, il faudrait que je regarde si c'est au moment où je les prends en considération ou au moment où je l'ai au-delà, c'est-à-dire à partir du 61e IJ. Mais il peut y avoir une différence, effectivement, en l'occurrence. Possible. Il faut que je remette le nez sur mon très très ancien dossier, dossier passe en la matière. Mais il peut y avoir une différence, oui. Il peut éventuellement, par ce biais-là, avoir une différence. Une autre question, Maïla, peut-être? Non. Ah, si, Merci. Bah, pardon. oui, oui. Sans hésiter, la question ne se pose pas en Sans IJ, interrogation. la question. Oui, à mon sens, sans IJ, elle ne devrait pas se poser, oui. Elle ne devrait pas se poser. Mais et encore, c'est que les IJ maladie qui, au bout d'une certaine durée, établissent une différence. Mais sans IJ, je pense que je ne vois pas de cas où la base imposable et la base passe seraient différentes. Qu'est-ce qui pourrait le justifier? Alors là, c'est une belle colle, mais je ne vois pas. Écoutez, on a noté votre question, madame ou monsieur, je ne sais pas qui la pose. Si vraiment il y a une différence, on reviendra vers vous, mais de prime abord, quel élément soumis à l'impôt pourrait être dans la base imposable et pas dans la base passe ou inversement? Je ne vois pas. Très honnêtement, je ne vois pas. Je vois pas. De prime abord, je ne vois pas. Mais si nous le décelons, on vous en informera. Et si vous êtes cliente ou client de SD Works, on verra ça avec votre interlocuteur habituel ou interlocutrice habituelle. Y a-t-il une autre question peut-être? On est en information d'ailleurs, hein. Bonjour, il y a les IGSS subrogés, la déduction CDD jour, les apprentis. CDD court, pardon. Oui, 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 oui. Pour les CDD courts, effectivement, parce que vous avez entièrement raison, puisqu'ils sont soumis à l'impôt avec une déduction à hauteur de 50% du SMIC, et les apprentis, oui, oui. Pourquoi les apprentis? Parce que, d'ailleurs les stagiaires aussi, hein, par la même occasion, hein. Pourquoi les apprentis et les stagiaires? Parce que ils bénéficient d'une exonération équivalente à un SMIC annuel, euh, que pour notre part, le SMIC, alors on respecte cette exonération-là, tant que l'apprenti ou le stagiaire est chez le même employeur, on l'exonérera jusqu'à hauteur d'un SMIC annuel. Au-delà, bien évidemment, de manière automatique, on soumettra à l'impôt. Et comme cela arrive assez régulièrement, c'est que bien évidemment, au cours du même année civile, l'apprenti ne connaît pas qu'un seul employeur, parce qu'au terme peut-être de ce contrat d'apprentissage, eh bien, il trouvera un emploi. Le second employeur, bien évidemment, soumettra, ou s'il a un deuxième contrat d'apprentissage, parce qu'une deuxième année, etc., d'études, là, la même chose, le deuxième employeur éventuellement exonérera jusqu'à hauteur d'un SMIC annuel, et c'est l'administration fiscale qui, en faisant la somme des bases imposables déclarées, soumettra ou pas, ou corrigera ou pas. Mais en l'occurrence, oui. Il y aura une inscription base imposable et une exonération base passe. Absolument. Autre remarque peut-être sur ce Oui. point-là qui nous permettrait de compléter le propos? Euh, Je ne sais pas. c'est pas le même point, mais l'indemnisation des congés d'ancienneté doit-elle suivre les mêmes règles que pour les congés payés, à savoir comparaison règle du maintien du CIEM? Oui, oui, ça c'est ce que dégage la Cour de cassation. Absolument. Absolument, sauf si, mais alors j'ai pas d'exemple, sauf si la convention collective prévoit elle-même ces indemnités, mais alors très honnêtement, pour les dispositions conventionnelles instaurant pardon, le, le congé d'ancienneté, je n'ai pas souvenir d'une seule qui s'exprime sur les modalités indemnisatrices. Mais c'est ce que dit, hein, bien évidemment, la Cour de cassation. On a les mêmes règles indemnisatrices. Une autre question peut-être, Maïla? Je crois pas. C'est bon.
Très bien. Ben écoutez, je vous remercie grandement pour ces échanges-là, qui nous ont permis peut-être de préciser, de clarifier certains points. Bah, écoutez, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente rentrée pour ceux qui reprennent progressivement leurs activités, paye, RH et autres. Et puis, bien évidemment, l'écoute de ce que des projets à venir et sur lesquels nous aurons, je l'espère, l'occasion de revenir très prochainement. Merci bien, puis encore une fois, n'hésitez pas à consulter notre catalogue, de, formations et à nous solliciter pour que quelques questions sur les modalités de déroulement ou thématiques que l'on pourrait en prendre en charge le cas échéant. Merci bien, merci grandement, bonne continuation et puis, merci encore pour votre assiduité à ce rendez-vous et au plaisir de vous retrouver, prochainement aussi nombreux et nombreuses. Bonne continuation, au revoir. Merci, au revoir.